13 h à Abidjan, vous suivez RTI 1. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, les titres. En Côte d'Ivoire, une rencontre pour identifier les difficultés des jeunes du Tchologo dans la région nord du pays. Les états généraux de la jeunesse ont été initiés par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Réussir à cohabiter est ce qu'il y a de plus difficile. En Afrique, par exemple, les traditions et les droits de l'homme ne s'accordent pas toujours. Dans ce journal, le cas de la Côte d'Ivoire et de son voisin, le Burkina Faso. Nous allons parler des enfants dits de malheur ou enfants sorciers. Enfin, en Guinée-Conakry, une junte militaire désormais au pouvoir. Le président Alpha Condé a été arrêté hier. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, les états généraux de la jeunesse du Tchologo. Les travaux se déroulent à Ferkessédougou, dans la région nord du pays. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Objectif, identifier les difficultés des jeunes et les entraves à leur sortie de la pauvreté. Les détails dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, abrite les états généraux de la jeunesse de ce terroir. Un panel avec pour thème « Jeunesse et lutte contre la pauvreté dans le Tchologo » permet de planter le décor. Une des solutions, l'entrepreneuriat, des idées en guise de pistes sont présentées aux jeunes. Les états généraux de la jeunesse du Tchologo, initiés par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, se veulent un processus innovant et inclusif qui a pour objectif d'engager les décideurs à tous les niveaux à soutenir la jeunesse en quête d'un mieux-être. Quand nous savons que la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est de faire de cette jeunesse une jeunesse autonome et responsable, il était important pour la direction régionale du Tchologo d'initier ces états généraux pour donner la parole aux jeunes, prendre leurs recommandations, leurs analyses, les difficultés que ces jeunes traversent dans le domaine de l'insertion socio-économique et professionnelle. Une initiative saluée par les participants. J'ai trouvé ça bénéfique parce que aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Afin qu'ici, on a les projets, on ne sait pas à qui s'adresser. Mais pendant cette journée, ils ont invité les structures qui sont venues nous montrer comment faire pour pouvoir mettre ces projets en valeur. On a un taux de chômage très élevé, on a des jeunes qui s'adonnent à plein de choses. Donc les états généraux de la jeunesse ont été l'occasion pour cette jeunesse de Tchologo de trouver des orientations, pour trouver des perspectives en termes d'insertion socio-professionnelle. Pour nous, ça a été un moment d'échange fructueux. Un moment important pour notre jeunesse parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes ne sont pas très souvent au parfum de nos activités au niveau du conseil. Et ça a été une bonne tribune pour nous d'échanger avec les jeunes et d'être au même niveau d'information. Les états généraux de la jeunesse du Tchologo ont bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, représenté par le directeur général de cette structure décentralisée. Toujours en Côte d'Ivoire, les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale s'est rendue récemment à Bengourou, dans la région Est. Cette mission a rencontré les acteurs du système éducatif pour recueillir des propositions innovantes et reconstruire une école ivoirienne de qualité. Le point avec Herman Niamia. Ce n'est plus un secret pour personne. L'école ivoirienne va mal, si mal que les résultats scolaires qui en découlent chaque année n'honorent pas le pays. Qu'est-ce qui justifie ces mauvais résultats? Est-ce la faute des élèves, des enseignants, des parents d'élèves ou même des animateurs de la vie scolaire? Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se dit préoccupé et veut comprendre le problème pour apporter des solutions appropriées. D'où la tenue des états généraux qui doivent sortir l'école ivoirienne de sa léthargie. Mais pour obtenir des conclusions satisfaisantes, la première responsable de l'éducation nationale veut aller à la base pour mieux appréhender le problème.
C'est tout le sens de la présence de ses collaborateurs dans toutes les régions du pays pour une concertation avec toutes les forces vives pour recueillir leurs préoccupations. Nous avons décidé donc de venir vers la base parce que nous sommes convaincus qu'en région, nous avons des sachants dont l'action, dont les réflexions et les recommandations pourront guider l'exécutif. Nous voulons des enfants, des élèves, des apprenants excellents, mais des apprenants qui incarnent les valeurs de la République. La démarche du ministère de l'Éducation nationale pour poser le diagnostic de l'école ivoirienne est favorablement accueillie par les populations. Toutes sont unanimes. Il faut sauver l'école ivoirienne. Lorsque nous avons entendu l'annonce des EGENA par le gouvernement, ça nous a fait chaud au cœur, franchement. Parce que, comme je le disais en salle, notre école depuis longtemps a été stigmatisée comme une école en perte de vitesse. L'initiative est très bonne parce que c'est de la base que les informations doivent monter. Et si la base est consultée, et si la base qui vit les choses au quotidien donne ces impressions et pour faire des propositions et que ces propositions sont prises en compte, nous pensons que nous pourrons vraiment atteindre nos objectifs. Présidée par le préfet des régions, l'équipe des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la région de l'Indéné-Guablin est chargée au niveau local, après concertation de toutes les forces vives, de produire un document dont les points les plus pertinents du contenu seront retenus dans les conclusions des États généraux. Année académique 2021-2022 en Côte d'Ivoire, 6 nouveaux établissements scolaires et un centre de santé ont été construits à Boundiali, dans la région nord. C'est un don du maire Mariatou Koné, également ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le point avec Ami Sissoko. Le paysage scolaire de la capitale de la Bagoué, Boundiali, s'enrichit de 6 nouvelles écoles pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Démarrées en 2019, ces infrastructures sont mises à la disposition des populations par le conseil municipal à l'issue de sa deuxième session ordinaire au quartier Tiogonan. C'est dans l'une d'elles que se tient cette session. Pour joindre l'utile à l'agréable, le conseil municipal, avec à sa tête la ministre-maire, Mariatou Koné, offre 500 tables bancs et 20 mallettes pédagogiques à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la Bagoué. La particularité de cette deuxième session 2021, c'est la remise officielle de 6 écoles que nous avions promises aux populations de Boundiali dès notre accession à la municipalité. Et donc aujourd'hui, la promesse est réalisée. 6 écoles équipées, entièrement équipées. Autre réalisation, la maternité et le logement de la sage-femme du centre de santé urbain du quartier Belay, précédemment dispensaire. Le conseil a été aussi l'occasion pour la première magistrate de la commune de Boundiali d'appeler les populations à mettre fin aux nombreuses parades de motos, cause de plusieurs accidents de circulation. Nous avons sensibilisé sur l'utilisation des motos et des tricycles, l'utilisation anarchique, abusive que les jeunes enfants en période de fête. Et c'est un danger pour eux-mêmes, c'est un danger pour la population et malheureusement on assiste parfois à des morts. À cette deuxième session ordinaire du conseil municipal de Boundiali, 15 projets ont été adoptés à l'unanimité des conseillers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la voirie, du tourisme et de l'assainissement. Le conseil a été également marqué par des dons. La ministre-maire a offert au nom de la municipalité 260 sacs d'engrais accompagnés de numéraires aux associations féminines et des boubous traditionnels aux chefs de village. Bientôt donc la rentrée académique 2021-2022 en Côte d'Ivoire. Les élèves et étudiants de Marandala, dans le centre-nord du pays, ont assisté il y a quelques jours à une rencontre. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation au danger des grossesses en milieu scolaire. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. En dépit des nombreuses sensibilisations sur les grossesses en milieu scolaire, le phénomène continue de faire des victimes. Conséquence, plusieurs jeunes filles sont contraintes d'abandonner les études. À Gborozomba, sous-préfecture du Marandala, dans la région du Béré, la sensibilisation s'intensifie à quelques jours de la rentrée des classes.
L'association des élèves et étudiants du canton Djama a initié des journées d'information, d'échange et de sensibilisation sur la scolarisation et les grossesses en milieu scolaire. On est en train d'assurer la sensibilisation. Au moment où on a intégré l'association, il n'y avait pas d'étudiantes dans l'association. Ça, c'est sous notre génération qu'on a pu enregistrer les étudiantes. C'est à travers notre sensibilisation, notre effort, que vraiment aujourd'hui, cela est fait. Dans ces cantons regroupant 8 villages, la construction d'un collège de proximité reste la solution pour mettre fin au fléau. Nous avons le projet d'un collège de proximité qui maintient la petite fille auprès des parents. Donc il faut multiplier donc les collèges de proximité pour freiner les grossesses précoces. Les meilleurs écoliers et élèves de la localité ont été récompensés. Pour le parrain, seule la scolarisation peut apporter le développement à travers des cadres bien formés. Le président Alassane Ouattara prône l'Ivoirien nouveau, prône l'excellence, prône la solidarité. Et la jeunesse qui constitue près de 80% de la population ivoirienne est la plus concernée par ces valeurs-là. Donc que les jeunes nous appellent autour de ce type de projet ne peut que nous satisfaire. Des caravanes de sensibilisation de proximité vont sillonner les villages du canton afin de réduire les grossesses en milieu scolaire et augmenter le taux de la scolarisation. Je vous l'annonçais dans les titres, les traditions africaines et les droits de l'homme ne fraternisent pas toujours. En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, par exemple, les enfants dits de malheur, enfants sorciers ou enfants serpents sont jetés à la rue et bannis par leur famille. Alors comment mettre fin à cette situation? Pour en parler, Éric Goré. Dans la tradition Tagbanan, les enfants n'ont pas tous les mêmes droits. Certains d'entre eux sont appelés enfants de malheur. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne vont jamais parler, ils ne vont jamais s'asseoir, ils ne vont jamais faire les 4 pas. Ceux qui sont nés par siège, ceux qui poussent les dents par le haut, au lieu du bas, ceux qui sont nés et puis la mère meurt en couche. Et donc c'est ces enfants qui sont appelés communément enfants serpents, et qui portent malheur. Les chances de survie de ces enfants, dits enfants de malheur, sont minces. Car ces enfants sont souvent accompagnés selon un rituel. Il y avait même des médicaments où on accompagnait ces enfants. Cette pratique est bien connue de l'abbé Germain Calary. Ce prêtre catholique totalise une 30aine d'années dans la région. On va accompagner un enfant, on va exorciser le mal qui est en lui. Alors pour les profanes que nous sommes, on est loin d'imaginer que c'est pour les assassiner. Depuis une dizaine d'années, le centre de transit Sainte-Geneviève recueille des enfants en danger. Avant, les femmes donnaient naissance dans les villages grâce aux matrones. Aujourd'hui, ce sont les sages-femmes. Alors donc, grâce aux maternités, on arrive à découvrir ces enfants-là qui sont indésirables. Par exemple, le jour de l'accouchement, si la maman décède, on surveille de près le bébé. Et quand on sait qu'il est menacé, les responsables sanitaires, les responsables de l'hôpital m'invitent à récupérer l'enfant. Ce centre a sauvé la vie à beaucoup d'enfants. Quand j'ai perdu mes 2 parents, ma grand-mère m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon oncle là-bas, mon oncle il ne voulait pas m'accepter comme son propre fils. Et chaque fois, il me traitait d'enfant de malheur. Je suis venu, j'ai fait le CP1 jusqu'en 6e. Cette année, m'en va en 5e avec 17 de moyenne. Ici, chaque enfant a son histoire. Une dame qui a perdu son mari, et dans la tradition, elle doit se remarier au petit frère du défunt. Mais il ne faut pas que de cette nouvelle union naisse un garçon. L'enfant est vite déclaré maudit, mais parce qu'il va concurrencer les autres au niveau de l'héritage. Quand la naissance a eu lieu, l'enfant était garçon. C'était un garçon, alors elle s'est suicidée parce qu'elle savait déjà le sort qui était réservé à son enfant. Ces pratiques de stigmatisation liées aux coutumes existent dans plusieurs pays africains. Au Burkina voisin, des veuves sont bannies de leur famille. Ce sont des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, d'autres pour traiter de mangeuses d'âmes et tout, dans leurs villages respectifs. Elles ont été chassées, leurs cases brûlées, tous leurs biens décimés. Voilà, elles se sont retrouvées dans la rue et elles ont été accueillies par le centre d'Elwandé. Il n'y a pas d'accusation, c'est une réalité. Voilà.
Parce que nous sommes des Noirs, on n'est pas des Blancs. Nous avons traditionnellement notre constitution. Que tu ailles toucher, dire que tu n'es pas sorcière, ou bien que tu boives et que tu manges, dire que tu n'es pas sorcière. Si tu n'es pas sorcière et puis tu as touché, tu as juré, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se parle existe. Le mystique existe. Ça, c'est un crime. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre croyance pour porter préjudice aux droits des autres. Donc, si on pense qu'il y a des gens qui ont été capables de manger d'autres, alors qu'on n'a aucune preuve, tout ce que l'on fait, ce sont des allégations. Et malheureusement, dans nos traditions, les allégations sont des preuves. Et ça, c'est, je dirais, une des limites de nos traditions. Chez les Mossi, par exemple, il est reconnu que la mère d'un chef ne peut jamais être accusée de sorcellerie. C'est ici qu'on les retrouve, derrière cette clôture, où elles ont trouvé refuge. Interdiction formelle d'avoir accès au lieu, raison évoquée par les autorités burkinabées. La préservation de leur dignité. Les traditions africaines et les droits de l'homme ne font pas bon ménage. Des comportements proscrits par les droits de l'homme résistent à cause de certaines lois traditionnelles qui, malheureusement, continuent à faire des victimes. Faisons-nous vacciner et surtout respectons tous les gestes barrières pour mettre fin à la maladie à coronavirus. Le coronavirus, malheureusement, toujours présent en Côte d'Ivoire. 120 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte à présent 56 855 cas confirmés de coronavirus, 54 625 personnes guéries, 467 décès et 1763 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire. Commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, les femmes ont participé il y a quelques jours à une rencontre sur le thème de la fistule obstétricale et ses causes. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Sœurs d'Afrique. Les précisions de Noël Dagnogo et Salima Toudia. L'ONG Sœurs d'Afrique sensibilise les femmes sur la fistule obstétricale. Prévenir des cas et aider les femmes qui en souffrent, tel est l'objectif visé lors de cette journée de sensibilisation dans la commune de Yopougon. La fistule, c'est une maladie vraie, une maladie de la honte. Et on voit que nos sœurs, nos mères, nos filles sont atteintes de cette maladie et qu'il n'y a pas de plus ample information. Cela nous a vraiment motivés à organiser cette journée de la fistule obstétricale. Les causes et les conséquences de la fistule obstétricale sont expliquées par le conférencier du jour. C'est une pathologie qui survient à la suite d'un accouchement, c'est une complication de l'accouchement. Les conséquences de cette maladie, c'est une dame après l'accouchement qui a présenté des urines qui vont sortir dans le vagin ou des selles qui vont sortir dans le vagin. Du coup, ça crée un problème social de rejet de cette femme qui vient d'accoucher. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de centres. Il y a beaucoup de centres qui sont chargés de faire la prise en charge. Il y a toute une campagne de prise en charge également qui est organisée par certaines structures. Initialement, le projet avec le NFEA et puis des centres qui existent à l'intérieur, voilà, pour la prise en charge de ces femmes. Ma venue à cette cérémonie m'a permis de comprendre ce que c'est que cette maladie et aussi de comprendre que cette maladie peut se guérir. La maladie a un impact sur l'économie du pays, renseigne le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Si nous réussissons à permettre à la femme de lutter contre la fistule obstétricale et d'en guérir, c'est clair qu'elle sera libérée moralement et pourra maintenant exercer des activités lucratives qui permettent d'avoir des revenus. Les femmes qui souffrent de cette pathologie sont souvent condamnées à la dépression et à l'isolement social. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année 250 nouveaux cas.
Autre rencontre, cette sensibilisation au danger de la drogue et de l'incivisme. Plusieurs jeunes de la commune de Trècheville ont pris part à ces échanges au centre social. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Lumière Divine et Émergence. Les précisions de Patricia Etia. Selon le conférencier, les causes de l'incivisme sont multiples, parmi lesquelles l'on peut citer le manque d'éducation et l'irresponsabilité des parents. Toujours selon lui, l'influence négative de l'Internet sur la jeunesse l'expose au broutage. En ce qui concerne les causes de la consommation de la drogue, le conférencier a souligné la curiosité du jeune sur l'usage de la drogue, l'envie de vouloir faire comme les autres. Il y a certains pays qui font de la drogue, c'est l'entourage. C'est l'entourage où tu es. Maintenant, il faut être fort dans la tête. C'est pas parce que ton ami fume que toi aussi tu dois fumer. Le seul conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est que franchement, on doit remédier à ça. On doit arrêter de fumer la drogue parce que ce n'est pas une bonne chose, mais pour nous-mêmes, en tant que jeunes. Voilà, parce que notre avenir, c'est nous-mêmes. Au cours des échanges, plusieurs témoignages ont été donnés. Tous sont unanimes sur la démission totale des parents. Car, selon les participants, les parents ont abandonné leurs enfants aux mains des enseignants et l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Depuis 2019, nous organisons des sensibilisations dans des écoles, dans la commune, un peu partout dans tous les quartiers. Et actuellement, nous nous disons que c'est au niveau du changement de mentalité. Et pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut que les autorités et les structures comme les ONG, les associations et même les parents au niveau de la famille, tous ensemble, nous puissions parler à ces jeunes. Pour lutter contre le fléau de la drogue, l'État a mis en place des mesures pour sensibiliser les jeunes sur les comportements à risque. Dans l'actualité nationale également, le lancement des activités du réseau des professionnels du tourisme. Cet événement s'est déroulé il y a quelques jours dans la commune du Plateau. Les détails, Patricia Etia. Le réseau africain des professionnels du tourisme est une plateforme des acteurs du secteur du tourisme africain engagés à contribuer au développement et au rayonnement du secteur. Cette rencontre, qui a réuni les acteurs du tourisme, a été meublée par des échanges sur les enjeux du tourisme en Afrique francophone. Le réseau est le bienvenu dans notre secteur. Donc il faut le reconnaître et que cela aussi va booster, va améliorer nos gouvernants, le secteur privé, parce que dans le réseau, il y a l'administration et puis il y a le secteur privé. Donc, je pense qu'ensemble, avec cette solidarité, nous pourrons essayer d'apporter beaucoup au développement du tourisme africain. C'est très important pour que nous puissions consommer d'abord le tourisme africain entre nous-mêmes, au lieu de prendre les billets d'avion, aller en Europe. Je crois que si les Ivoiriens arrivent à connaître la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens arrivent à connaître l'Afrique, les Ghanéens arrivent à connaître le Ghana, je crois que c'est très important. Pour lancer les activités de l'organisation, cette rencontre était nécessaire pour donner une existence juridique à l'organisation et lui permettre de disposer de tous les outils pour son fonctionnement. Notre but, c'est de fédérer, mutualiser nos actions pour promouvoir l'Afrique francophone. Parce que nous avons des curiosités, des potentialités touristiques en Afrique francophone qui ne sont pas encore connues et souvent mal promues au plan international. Et nous voulons aussi emmener les Africains avoir une idée du tourisme, c'est-à-dire voyager dans leur pays, voyager aussi en Afrique. Et c'est ce qui est notre piédestal même de la politique touristique durable. Le réseau africain des professionnels du tourisme a été créé en 2020 et regroupe plus de 400 membres du secteur du tourisme de 22 pays en Afrique francophone. Des actions pour renforcer la cohésion sociale à Séman, dans la région centre du pays. C'est une initiative des jeunes et cadres de la région. Les explications de Franck Quadio. Séman, à 10 km de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une séance de dépistage gratuite de maladies chroniques, tension artérielle et diabète en l'occurrence. L'initiative est d'un cadre de la région, Kofi Ngouran, directeur général adjoint du conseil Café Cacao, avec l'aide de 2 structures venues de France, les Amis de San Pedro et Santé Mobile France. L'opération suscite de l'engouement.
200 habitants sont dépistés. Attention là, c'est bien. Diabète aussi. On a contrôlé, c'est normal. Je vous remercie beaucoup. Une journée du social, mais aussi un prétexte de cohésion par le sport, notamment le football. Le sport roi, facteur de développement, selon le parrain Kofi Nguessan. La santé, le sport et bien d'autres initiatives que les fils de Séma tendent à multiplier pour un meilleur essor de la localité. Le Mali actualise son fichier électoral dans le cadre de l'élection présidentielle de février 2022. Les ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire se sont donc enrôlés. Cette opération qui a commencé le 1er septembre dernier va s'achever le 30 septembre prochain. Laure Goretti et Abou Sanogo. Le gouvernement de transition malien prépare les élections annoncées pour février 2022. Il a lancé une opération spéciale d'enrôlement des Maliens établis en Côte d'Ivoire au RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Présent pour le lancement, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien de l'administration territoriale, indique que l'opération vise la mise à jour du fichier électoral. Vous savez, nous avons un plan d'action gouvernemental et l'axe 3 porte exclusivement sur l'organisation des élections générales. Aussi bien pour le rayonnement du Mali que pour le développement socio-économique de notre pays. Il était indiqué de procéder également à un enrôlement spécial des Maliens de l'extérieur. Comme je dis, la première raison, c'est des raisons, d'abord c'est l'organisation des élections générales. Donc c'est d'abord les Maliens ayant 18 ans et plus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine appelle à une mobilisation de ses compatriotes autour de cette opération. C'est une opération spéciale qui prend ce mois, mais la pérennisation continue, elle est permanente. Cette opération va permettre d'aller à l'intérieur du pays, dans les forêts, sur les champs, un peu partout. Ce sont les documents classiques, l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, le passeport, la carte de travail. Et très souvent, le témoignage aussi est admis par rapport à certaines personnes. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire représentaient 65% de la diaspora malienne. Comme ici, cette opération est aussi lancée au Niger et au Ghana. L'objectif est d'atteindre l'enrôlement d'1 million de Maliens dans les 3 pays. L'opération d'enrôlement et de renouvellement biométrique se déroule du 1er septembre au 30 septembre dans les missions diplomatiques et consulaires maliens en Côte d'Ivoire. En image, la situation en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a été arrêté hier par des militaires dans la capitale après une tentative de coup d'État. Le commandant Mamadi Doumbouya, chef des forces spéciales, a également annoncé la dissolution de la Constitution, des institutions, du gouvernement de Guinée et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Un couvre-feu a été décrété dans tout le pays. À noter également que les putschistes ont convoqué aujourd'hui les ministres sortants et les présidents des institutions au siège du Parlement guinéen. Alpha Condé a été renversé par des militaires des forces spéciales guinéennes conduites par le colonel Mamadi Doumbouya. Dans la journée du dimanche 5 septembre, Conakry, la capitale, a enregistré des coups de feu d'armes lourdes dans plusieurs quartiers. Quelques heures plus tard, les militaires annoncent la prise du pouvoir, l'arrestation d'Alpha Condé et la dissolution des institutions de la République. Les militaires du groupement des forces spéciales GFS mettent en place le CNRD, le Comité national de rassemblement et de développement. Un couvre-feu est instauré dans tout le pays à partir de 20h. À la télévision nationale, le porte-parole des militaires a indiqué que le secrétaire général des ministères assurerait à compter de ce jour la continuité des charges courantes. De même, les gouverneurs des régions sont remplacés par les commandants des régions militaires et les préfets et sous-préfets remplacés par les commandants d'unités de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions ont été conviés à une rencontre ce lundi à 11h au Palais du Peuple, a fait savoir le porte-parole du CNRD. Le coup de force en Guinée est dénoncé par l'ONU et la CEDEAO. Les deux institutions internationales appellent à la libération d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. À noter que votre magazine Ça fait l'actualité va revenir largement sur la tentative de coup d'État en Guinée-Conakry. Ça fait l'actualité sera diffusé aujourd'hui à 16h sur RTI 1. Présentation Fatim Djedje. Voilà, merci de nous avoir accordé de votre temps. C'est la fin de ce journal.